Derrière son côté charmeur, se cache une débatteuse qui fait peur. Marie Montpetit. Toponymie, sujet de notre discussion d'aujourd'hui. On parle souvent du fait que les noms de rues, qui ont longtemps été aussi des noms de saints, mais sont souvent aussi des noms d'hommes. Historiquement. Et Nantes serait la première ville non sexiste de France. On en parle avec Philippe Lorange, qui est bachelier en sciences politiques et philosophie à l'Université de Montréal. Bonjour, oui. Hello, donc, Philippe. En fait, c'est pas tout de suite la première ville non sexiste de France. C'est leur objectif pour 2030, qui existe depuis 2016. Qui sera la première ville, c'est ça? Exactement. Donc, c'est une initiative de la mairesse du Parti socialiste, Johanna Rolland. Et bon, l'idée, c'est de dominer de plus en plus les noms de rues par des noms de femmes. Donc, par exemple, depuis l'an dernier, 85% des nouvelles dénominations concernent des femmes. Donc, 23 noms féminins pour 27 nouvelles dénominations de voix. Donc, on parle d'un retard à combler dans l'objectif d'atteindre la parité. Alors, moi, ce que je constate dans cette idée-là, parce que je suis déjà allé à Nantes, c'est en Bretagne, je crois qu'on vise le mauvais problème. C'est-à-dire que... Vous le voyez pas, mais là, Philippe fait un grand sourire parce que j'ouvre grand les yeux. Moi, je pensais qu'elle allait nous dire, mais quelle excellente idée de s'assurer d'avoir une parité dans le nom des rues. Non, pas le pas mais tout moi, que tu s'en vas, Philippe? depuis le début que j'ai entendu l'idée de parité, c'était dans le Devoir il y a plusieurs années de ça. Depuis le début, j'ai toujours trouvé que c'était une idée absurde. On s'entend qu'à chaque jour, là, à chaque chronique que tu me fais, je pense tout le temps que tu t'en vas dans une direction, puis tu t'en vas tout le temps absolument pas dans cette direction. Tu vas de surprise en surprise. En effet. Donc, la parité, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'il faut toujours qu'il y ait 50% d'hommes, 50% de femmes partout, ou à peu près 60-40 environ. Moi, je vois pas en quoi on est forcément gagnant dans cette idée-là, parce que on est, là, dans le cas des dénominations de rue, on choisit des femmes parce qu'elles sont femmes. Donc, on les réduit à leur sexe. On ne les choisit pas pour leur talent. Évidemment, on ne choisit pas n'importe qui non plus. On choisit des personnes qui sont là qui ont aussi du talent, mais on choisit des personnes pour leur sexe. Donc, on fait carrément une discrimination dans le but d'atteindre un objectif d'égalité. Mais cette logique-là prend de l'expansion un peu partout. Par exemple, ici à Montréal... Mais ça, est-ce que tu es d'accord avec ça, la parité et la zone paritaire? Mais je suis pas d'accord. Si on se retrouve par hasard, naturellement, dans une situation de parité, j'ai pas de problème avec ça. Mais pour moi, c'est pas un objectif à atteindre. Si on se retrouve sur un CA dans n'importe quelle situation où il y a une plus grande majorité de femmes ou d'hommes, je vois pas pourquoi ces gens-là devraient être tassés, ceux qui sont considérés comme de trop, devraient être tassés simplement dans des objectifs de qualité. Pour moi, il faut d'abord regarder les compétences, les talents. Donc, si on se retrouve dans une situation où il y a 100% de femmes, j'ai pas de problème si ces femmes-là ont été choisies pour leur talent. Pour moi, c'est d'abord ça, l'idée de la démocratie, de la méritocratie. Non, mais aussi. ça, on est d'accord là-dessus, mais c'est un incitatif d'avoir une obligation de parité, que ce soit sur les conseils d'administration. Regarde, c'est Jean Charest qui avait fait ça, là, la parité sur les conseils d'administration des sociétés d'État. Ça a été un changement majeur. Puis c'est pas des femmes incompétentes qui sont là, c'est juste que ça a forcé des présidents, entre autres, de conseils d'administration qui étaient plus dans un boys club, là, je vais résumer ça bien simplement, à faire l'effort de plus, le petit step, de petit pas de plus pour se dire, Colin, je vais chercher une étape de plus. Mais c'est un peu comme ça pour le Conseil des ministres, entre autres, pour la députation, on en parle souvent, ce qu'on devrait s'assurer d'avoir une certaine parité. C'est juste de casser, pour moi, des paradigmes. C'est de s'assurer de faire l'effort de plus, puis d'aller mais c'est évident que la compétence prime toujours là-dedans. Mais je veux dire, t'as autant de gens compétents, femmes comme, là. Oui, non, moi je dis pas le contraire. Mais l'affaire, c'est que cette logique paritaire, donc on fait de la discrimination positive, et cette logique-là prend de l'extension dans toutes sortes de domaines. Par exemple, ici à Montréal, on sait que la ligne bleue va être prolongée, la ligne du métro. Et les nouvelles dénominations, les nouveaux noms de stations, on sait que ça va être, c'est celui qui est en charge de ça qui a dit on va tenir compte des minorités visibles, des Autochtones puis des femmes. Mais donc là, on est en train de... En plus de ça, c'est une ligne bleue, hein? Je sais pas, là, mais tu sais, ligne bleue, c'est pas encore une couleur qui est associée au masculin. Peut-être, Philippe, qu'on devrait aussi revoir la couleur de la ligne, si tu veux, ou bien pas. Sûr. Prochaine ligne, on disait qu'elle allait être rose. C'était probablement pour, justement, contrebalancer, faire un certain équilibre sur nos couleurs de la carte du métro.
Oui, non, mais ça, j'ai pas d'opinion en soi sur la prochaine ligne, la couleur en soi. Mais l'affaire, c'est que là, on est dans une logique qui fait de la discrimination positive. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est en train de tasser des noms qui auraient la valeur d'être placés. Rappelons-nous que, là, il y a pas longtemps, on parlait de la station Lionel Gros. Puis on disait qu'il faudrait changer le nom par autre chose. Mais Lionel Gros, c'est quand même pas n'importe qui, là. Même si c'est un homme blanc, puis on sait que c'est méchant de nos jours être un homme blanc, il n'en demeure pas moins que Lionel Gros, c'est vraiment pas n'importe qui dans notre histoire, là. C'est le penseur le plus influent du 20e siècle, là, qui a théorisé la Révolution tranquille, là. Donc, changer des noms comme ça, au nom de l'égalité, de la lutte pour la justice, ça ne fonctionne pas dans ma tête. OK, mais est-ce que tu fais une nuance, Philippe, entre substituer des noms, changer des noms, ça, c'est une chose. Mais là, par exemple, dans la ligne bleue, c'est créer des nouveaux noms. Donc, tu n'enlèves rien à la personne quand tu fais ça. Tu fais juste remettre un certain équilibre. Mais pourquoi il faudrait c'est ça la question, pourquoi il faudrait chercher un équilibre entre différentes communautés? C'est ça que je ne comprends pas. Pour moi, on fait tous partie de la même nation. Je vais te donner un exemple. Sur les 125 circonscriptions, là, je te donne un exemple pour moi que je connais bien. Là. Sur les 125 circonscriptions électorales au Québec, tu n'en as à peu près aucune qui porte le nom d'une femme. Tu ne viendras pas me dire qu'il n'y a pas 2, 3, 4, 50 femmes dans l'histoire du Québec qui méritent d'avoir leur nom sur une circonscription. Je dis pas le contraire. Mais c'est ça, mais c'est qu'on l'a pas fait historiquement pour plein de raisons parce que cette sensibilité n'était pas là. Là, tu me parles justement des communautés autochtones, tu me parles de diversité. C'est une sensibilité qui n'était pas là. Donc là, historiquement, c'est pas une question d'effacer certaines personnes, mais tu vois, dans une dynamique comme ça, on ne crée pas des nouvelles circonscriptions tous les ans ou même toutes les décennies. Donc là, est-ce que à un moment donné, tu dis, on efface, on recommence, puis on rééquilibre. Mais c'est important, l'équilibre, d'avoir. Sinon, moi, ce que ça me dit, comme femme, quand je regarde ça, c'est qu'il n'y a pas de femme dans l'histoire du Québec qui mérite d'avoir son nom à l'Assemblée nationale. C'est ça que ça me dit. Donc, quand tu te promènes dans les rues de Montréal ou sur la ligne de métro, je pense qu'indirectement, ça envoie un certain message de ne pas... Puis je dis femme, mais comme je dis, je dis diversité autochtone. Ça envoie un message conscient ou inconscient qu'on n'a pas notre place. En fait, moi, je vois ça un peu dans un regard inversé. C'est-à-dire que là, on choisit les femmes parce qu'elles sont femmes. Donc, on les réduit à leur sexe. Là, j'y vois un problème. Puis il y a quand même plusieurs femmes qui sont scandalisées par ça parce qu'elles se disent, est-ce que j'ai été choisie pour mes talents ou pour mon sexe? Parce qu'on se retrouve dans des situations comme ça, notamment pour l'emploi, mais aussi pour des bourses, pour n'importe quoi. Maintenant, on demande est-ce que vous êtes femme, autochtone, minorité visible. Donc, est-ce que maintenant, on choisit les personnes en raison de leur sexe, on les réduit à ça? Parce que moi, j'ai pas de problème à ce qui est des femmes qui soient nommées pour ça d'un nom de rue, de circonscription, n'importe quoi. Mais il faut que ce soit pour des raisons historiques de service à la nation, de service à la collectivité. Si on les choisit d'abord parce qu'elles sont femmes, j'ai un problème là-dedans. Parce que là, on les réduit à leur sexe. Mais je ne te parle pas d'aller chercher, là, je vais dire Ginette, là, mais c'est peut-être pas un bon exemple. Je vais dire Marie, là, peu importe. Tu sais, le nom de la voisine d'à côté pour que ça porte le nom d'une circonscription ou d'une rue. Le processus, j'imagine, qui est fait à Nantes, là, parce qu'on en revient à Nantes, là, mais c'est d'aller chercher c'est pas des noms de citoyennes, ça doit être des noms de gens qui ont contribué à l'histoire, à la construction du... en effet. Mais qui sont choisis d'abord pour ça, et non parce qu'elles sont femmes. Oui, non, mais exactement. Mais c'est ça le principe. Mais non, parce que là, tu me dis, il faut chercher l'équilibre. Donc, il faut chercher l'équilibre homme-femme, l'équilibre entre diversité et majorité. Donc, le premier objectif, c'est ça. Je vais te donner un autre exemple, Philippe. Moi, quand j'étais ministre de la Culture, une des affaires qui m'avait particulièrement troublée, c'est justement qu'à chaque année, il fallait que... pas à chaque année, là, à chaque semaine, il fallait que... je signais des affaires là, pour que ça devienne des événements historiques au patrimoine du Québec. Puis c'était foudroyant de voir justement comment c'était souvent il y avait une masculinité à travers ça. J'avais demandé, parce que dans un exercice patrimonial, justement, j'avais demandé à mon ministère, j'avais dit, pouvez-vous sortir une liste de femmes, parce qu'il y avait des personnages historiques aussi, puis on m'amenait tout le temps des personnages qui avaient marqué l'histoire du Québec pour qu'on les nomme, justement, au niveau du patrimoine. Puis je disais, c'est constamment des hommes. Je dis, il y a plein de femmes qui ont contribué de plein de façons, entre autres au réseau de la santé du Québec. Je disais, avez-vous une liste? Non. Je disais, OK, mais je dis, ça va devenir difficile
de nommer des femmes si vous n'avez pas fait l'effort de faire une liste dans laquelle on peut, justement, la journée où tu as une nouvelle circonscription, bien, le directeur général des élections, là, il va se faire bombarder de noms d'hommes, mais il faut qu'elle existe, cette liste-là aussi de femmes qui ont contribué, mais l'histoire, de la façon qu'elle a été écrite, c'est vrai que les hommes ont été mis davantage de l'avant, on les connaît plus, on connaît plus leur contribution, donc il y a tout un exercice à faire à travers ça aussi. Oui, mais c'est sûr Je t'éloigne. Non, je sais, mais aussi, il y a aussi le fait que historiquement, ben, malheureusement, la réalité, c'est que les femmes étaient souvent confinées au foyer ou dans des situations plus subalternes. Donc, c'est normal que historiquement, ce soit plus les hommes qui se soient démarqués. Non pas que les femmes aient rien fait, mais c'était pas des postes, forcément, c'était pas les postes de premier ministre, de ministre ou de choses comme ça, parce que les grands postes étaient attribués seulement aux hommes. Donc, c'est normal que historiquement, quand on se tourne vers la Nouvelle-France, le 19e siècle, début 20e, ben, c'est surtout des noms d'hommes qui ressortent. Moi, je trouve que c'est normal. En même temps, moi, j'ai été épatée quand j'ai demandé que cet exercice-là soit fait, que là, tout d'un coup, on me disait, ben là, je veux dire, c'est pas des noms qui sont frais à ma mémoire, mais on me disait, sœur, c'est celle qui a fondé l'hôpital Sainte-Justine, par exemple. C'est pour ça que c'était beaucoup dans le réseau de la santé, entre autres. Puis c'est comme, tu vois, c'est une contribution qui là, finalement, va avoir un local de l'hôpital qui porte son nom. Comment ça se fait que, tu sais, je veux dire, on met pas ce nom-là de l'avant? C'est pas une question de réécrire l'histoire, c'est de souligner la contribution de ces personnes-là aussi. C'est sûr, mais là, dans le cas de Nantes, quand même 85% des nouveaux noms sont de femmes. Donc, l'objectif, c'est carrément de tasser les hommes. Moi, c'est de cette façon-là que je vois ça. Puis cette logique-là, ben, je comprends qu'on veut mieux connaître l'histoire des femmes, qu'on veut les mettre de l'avant. Ça, c'est une chose. Mais de là à mettre en place des politiques de discrimination positive, là, j'ai un problème. Parce que là, on tasse des gens seulement sur la base de leur sexe ou on étend la logique en disant, ben, vous n'avez pas la bonne couleur de peau, vous n'êtes pas autochtone. Donc, cette logique-là de discrimination positive, j'ai un problème. Mais après, qu'on veuille mieux connaître l'histoire de différentes femmes qui ont marqué l'histoire, ça, c'est une bonne chose. Je vois ça en bien. Mais il faudrait faire les choses plus prudemment, peut-être plus modérément aussi. Parce que si c'est rendu ce serait quoi le bon pourcentage? Parce que, tu sais, si 85 % on comprend que c'est pour faire un rattrapage. Parce que j'imagine que dans le 100 % des rues qui sont déjà existantes, la proportion de non masculins doit être très, très élevée. Donc là, tu mets la ligne où? 5 %, 10 %, 20 %? Moi, je ne réfléchis pas en termes de quotas, justement. Je crois qu'il faut d'abord regarder qui a eu un service à la collectivité, qui a apporté quelque chose pour la collectivité, indépendamment de son sexe, de sa couleur de peau, de son origine. Donc, ça pourrait être 100 %, c'est ça que tu me dis? Ça peut être 100 %. À partir du moment où tu mets un chiffre, c'est arbitraire. Oui, mais je trouve qu'on est dans une logique de quotas. Puis moi, je trouve ça... j'aime pas ça parce que je crois qu'il faut réfléchir en termes... faut réfléchir indépendamment du sexe. Faut pas réduire l'autre à son identité comme sexuelle ou n'importe quoi. C'est ça. Oui, mais je pense que le quota a ça de bien qu'il nous force à dépasser des biais que nous avons chacun d'entre nous, parce que c'est un peu ça. On a tous des biais sur l'histoire qu'on connaît, sur la perception qu'on a, sur les réflexes, sur l'entourage qu'on a aussi. Pour moi, c'est un peu de la façon que je le vois. C'est une discussion qui, je le sens, n'est pas terminée. Philippe Lorange, je le rappelle, bachelier en sciences politiques et philosophie à l'Université de Montréal. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci, au revoir. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application